Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la leçon d'histoire sur les trois groupes de personnes qui existent au Moyen-Âge et les relations qu'ils ont entre eux, ceux qui prient, ceux qui gouvernent et ceux qui combattent, et puis ceux qui travaillent. La fois précédente, je vous avais demandé de vous intéresser au rôle et au pouvoir d'un de ces trois groupes, c'est-à-dire de celui qui combat et qui dirige, le rôle de ce qu'on peut appeler les chevaliers et les seigneurs. Donc pour pouvoir travailler, vous aviez eu une fiche d'activité avec 4 documents, une enluminure, une photographie d'un château, un texte qui vous rend compte d'une décision d'un seigneur dans l'Aveyron, dans le sud de la France, et ici une charte, c'est-à-dire un document officiel d'une seigneurie ecclésiastique qui provient de l'évêque de Paris. Donc pour pouvoir corriger ce travail, vous allez avoir besoin de votre règle, de votre trousse, de vos crayons de couleur, de vos stylos bleus, stylos rouges, et puis de votre cahier à la page de la leçon, car on va directement corriger ce travail dans votre leçon, ça fera office de trace écrite de votre cahier. Donc juste avant de passer à la correction, je vous précise comment va s'organiser un petit peu la fin de votre leçon d'histoire. Donc on l'avait divisé en 4 parties, la première partie sur la croissance démographique du Moyen-Âge, la deuxième partie sur le lieu où vivent ces trois groupes, c'est-à-dire la seigneurie. Et il nous reste donc 2 parties à faire. Une partie sur le rôle et le pouvoir des seigneurs, une partie qu'on fera plus tard sur le rôle et le pouvoir des paysans, de chaque côté. Et en fait, en dessous de tout ça, on fera une grande accolade. Donc il faudra que vous laissiez la place en dessous pour bien faire une accolade, pour pouvoir justement conclure sur, et puis ajouter un troisième groupe qu'on fera ensemble. Donc laissez bien de la place quand vous développerez quand vous noterez le rôle et le pouvoir des seigneurs d'un côté et le rôle et le pouvoir des paysans de l'autre, pensez à laisser bien une place en bas pour faire cette dernière accolade. Et il y aura une dernière chose à ajouter, c'est-à-dire qu'entre cette étiquette ici, où on notera le rôle et le pouvoir des paysans, et ici le rôle et le pouvoir des seigneurs, on aura une double flèche à faire, donc il faut vraiment que vous me sépariez bien ces deux parties pour pouvoir après faire une double flèche entre les deux. Bon, j'espère que tout ça est clair. Faites de votre mieux, de toute façon l'important c'est que votre cahier soit correctement présenté et que tout soit noté. Bien, on y va, donc on va pouvoir s'intéresser au rôle et au pouvoir des seigneurs au Moyen-Âge. On va noter notre première branche, le premier étiquette, pardon, le rôle et les pouvoirs, plutôt les rôles et les pouvoirs des seigneurs. Alors, juste pour vous aider à vous organiser, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5 branches. Vous aurez 5 branches à faire et ce sera terminé, en sachant qu'il y en aura une ou deux qui seront vraiment toutes petites. Mais sur ces 5 branches, aujourd'hui, on va en faire que 4. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme information à partir des documents que je vous ai donnés? Donc, premier document que vous aviez cette enluminure qui vous montrait un des pouvoirs du Seigneur. Donc, vous avez, j'espère, reconnu le lieu où vit et travaille le Seigneur, c'est-à-dire le château. Le château dans lequel, donc, effectivement, il vit avec sa famille et aussi il travaille. Et là, vous le voyez en train de travailler, en train d'exercer une de ses activités. Alors, en zoomant un petit peu, donc vous ne pourriez pas le faire, vous, peut-être, avec les documents, mais voilà, là, moi, je peux le faire. En zoomant, vous voyez ici que le seigneur qui est assis sur un siège, une sorte de trône en fait, montre quelqu'un du doigt. Cette dame-là est en train de supplier effectivement le seigneur, et le seigneur tient ici une sorte de bâton. Et donc en fait, on comprend qu'on est dans une scène où des personnes demandent quelque chose au seigneur, demandent à régler quelque chose au seigneur. Vous voyez ici des personnes qui assistent à cette scène, d'autres personnes du côté du Seigneur qui sont plutôt en train de conseiller le Seigneur sur la bonne décision à prendre. Et en fait, l'un des pouvoirs qui est représenté ici du Seigneur, c'est son pouvoir de décision et surtout son pouvoir de justice. Effectivement, le Seigneur avait pouvoir de justice sur l'ensemble de sa seigneurie. Donc soit il rendait lui-même la justice, parce qu'il y avait un différend, un conflit, il pouvait être lui-même qui la rendait dans son château, soit il pouvait demander à quelqu'un, il pouvait nommer une personne de confiance qui allait rendre la justice à sa place. Quoi qu'il en soit, le pouvoir de justice est un des rôles du Seigneur. Donc on peut le noter dans notre leçon. Premier rôle, premier pouvoir du Seigneur, c'est le pouvoir de justice. Pouvoir de justice que le Seigneur
exerce directement ou indirectement dans sa seigneurie. Vous pouvez nous souligner en rouge, hein, premier de ses pouvoirs, le pouvoir de justice, qu'il exerce directement ou indirectement dans sa seigneurie, afin de faire respecter les lois. Donc, premier pouvoir du Seigneur, pouvoir de justice. Deuxième document, donc après cette enluminure, vous aviez une photographie qui vous remontrait ici un château du XIVe siècle, le château de Najac, on est dans le sud de la France. Alors si je vous ai mis ce document, c'était pour vous rappeler ce qu'on avait bien pu dire sur le château. Vous vous souvenez que le château, c'est le lieu de vie et de travail du Seigneur, et que le château, c'est aussi le lieu dans lequel le Seigneur va défendre les paysans en cas d'attaque. Hein, le château est construit en hauteur afin de bien voir l'arrivée des ennemis de très loin. Hein. Comme ça, le Seigneur attend d'anticiper et d'ouvrir les portes du château afin d'accueillir les paysans qui doivent bénéficier de la protection du Seigneur en temps de guerre. Donc l'un des pouvoirs, et un des rôles du Seigneur, c'est bien entendu de protéger les habitants. On va pouvoir le noter. Hein. Le Seigneur doit protéger les habitants de sa seigneurie lors des attaques. Ça, c'est un rôle important du Seigneur. On peut préciser en ouvrant les portes du château. On l'avait dit que ce pouvoir, ce rôle du Seigneur, en fait, n'est pas gratuit. Les paysans doivent quelque chose en échange au Seigneur. On en reparlera plus tard. Donc, vous pouvez le souligner, protéger les habitants de sa seigneurie lors des attaques. Deuxième pouvoir du Seigneur sur lequel on peut insister. On continue. Troisième pouvoir du Seigneur. Donc après château, on avait ici la décision d'un seigneur de l'Aveyron. Nous voulons et ordonnons que les hommes du bourg castral, donc les hommes en fait du bourg castral, c'est-à-dire du village à l'intérieur du village qui dépend du château, castral, castrum, c'est un terme latin, c'est-à-dire château ou place forte, puissent équiper leur maison d'ouvertures, fenêtres et escaliers extérieurs, à condition de ne pas gêner le passage public et excepté du côté des murailles. Donc là, vous avez une décision qui a été prise par un seigneur. Le seigneur autorise les habitants du village à mettre sur leur maison des ouvertures, c'est-à-dire fenêtres, portes, et puis des escaliers sur l'extérieur de leur maison. Sauf qu'il limite ça, il ne faut pas que ces ouvertures et ces escaliers gênent le passage public, c'est-à-dire gênent la rue, et ils ne peuvent pas le mettre du côté des murailles. Alors du côté des murailles, on comprend bien qu'il ne faut pas qu'il y ait un escalier du côté des murailles, parce que ça permettrait à ceux qui veulent éventuellement envahir le château d'arriver à monter à une certaine hauteur pour être plus proche du sommet de la muraille, pour pouvoir plus facilement passer dessus. Donc là, voilà, il limite ça. En fait, pourquoi je vous ai mis ce texte-là? C'est pour vous montrer que le Seigneur, en fait, c'est lui qui prend des décisions concernant toute la seigneurie. Il fait des lois d'aménagement de sa seigneurie. Là, voilà, suite à des demandes peut-être de paysans ou de commerçants qui ont voulu pouvoir mettre des escaliers, des portes et des fenêtres au niveau de leur maison, eh bien, ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes, ça doit passer par le Seigneur. C'est le Seigneur qui va autoriser, ou pas, d'aménager, de construire telle ou telle chose dans sa seigneurie. En fait, c'est le Seigneur qui fait les lois de sa seigneurie, quelles qu'elles soient. Vous avez des lois là sur l'aménagement urbain, on pourrait dire, mais c'est le Seigneur qui décide des lois de sa seigneurie. Donc c'est lui qui fait les lois. Donc on peut noter que le Seigneur décide des lois sur sa seigneurie. Donc ça peut être bien entendu des lois telles que les lois d'urbanisme, comme on vient de voir, mais aussi des lois, entre les personnes, les lois qu'on appelle le droit civil. Alors il n'y a pas encore de droit établi comme aujourd'hui, mais ce qu'on peut appeler les lois civiles sur le mariage. Alors le mariage c'est plus l'Église que le Seigneur, mais ça va être le Seigneur qui va quand même décider du fonctionnement de sa seigneurie. Du montant des impôts, ça va être le Seigneur aussi qui va fixer tout ça. Voilà, donc décide des lois, c'est lui qui fait les lois. Vous pouvez noter, le Seigneur décide des lois sur toute sa seigneurie. Donc voilà, troisième pouvoir important sur lequel je voulais qu'on insiste. Dernier document. Donc document, encore un texte qui vous évoque cette fois-ci une seigneurie ecclésiastique, ce qu'on appelle une charte, c'est-à-dire un texte qui va donner l'organisation, le fonctionnement de la seigneurie ecclésiastique, les lois sur cette seigneurie ecclésiastique.
Vous avez d'autres exemples de lois là, de fonctionnement d'une seigneurie. Alors, ecclésiastique, ça veut dire une seigneurie qui dépend d'un religieux. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, c'est tout à fait possible qu'une seigneurie, un château avec les villages, les tenures, les réserves, les forêts, les moulins, les fours. Il faut savoir que tous ces lieux-là qui appartiennent à un seigneur, ça peut aussi appartenir à un seigneur qui est un professionnel de la religion, c'est-à-dire qui est un prêtre ou alors un moine ou plutôt un ensemble de moines qu'on appellerait un monastère, et ils peuvent posséder une seigneurie aussi. Donc là, vous avez le cas de l'évêque de Paris qui détaille les obligations qui sont imposées aux paysans qu'il installe dans sa seigneurie. Donc pour l'arpent, où sera l'habitation, l'arpent c'est l'unité de mesure sur laquelle sera construite l'habitation, il nous sera rendu chaque année à nous ou à notre successeur, à la nativité de Sainte Marie, ou le jour de la naissance de Sainte Marie, un seutier d'avoine. Un seutier, c'est une quantité du Moyen-Âge. À la fête de Saint-Rémy, donc le jour où on fête Saint-Rémy, il sera donné 6 deniers parisis de cens. Je vous rappelle que le cens, c'est un impôt sur la terre, c'est-à-dire que toute personne qui a possédé une terre dans cette seigneurie doit la payer. Il loue une terre en échange d'une somme d'argent. La somme d'argent, il doit la payer le jour de la Saint-Rémy, et elle est de 6 deniers. À la fête des morts, donc à la Toussaint, une demi-mine de froment et 2 chapons. Donc une demi-mine, pareil, c'est une mesure de liquide ou de grain, et des chapons, c'est de la volaille. Donc là, vous avez ce que doivent donner tous ceux qui ont une habitation dans la seigneurie. Ils doivent donner un seutier d'avoine le jour de la naissance de Marie. Ils doivent donner le jour de la Saint-Rémy 6 deniers parisis de cens. Ils doivent donner aussi 2 demi-mines de froment et 2 chapons. Le froment, c'est une céréale. On continue. Personne, nul, c'est personne. Personne ne pourra tenir de la terre ou une habitation sans demeurer dans le village. Nouvelle loi mise par l'évêque de Paris. Toute personne qui a une terre doit aussi demeurer dans le village. C'est-à-dire qu'on ne peut pas posséder une terre sans habiter dans le village. Une terre pour cultiver, pas une terre dans le sens d'un champ. L'évêque va devoir construire un four dans le village et installera son fournier, la personne qui va être en charge du four. Ce fournier approvisionnera le four avec le bois que les hommes iront chercher, et l'évêque prélèvera un juste droit de fournage selon la coutume de Saint-Cloud. Donc il va prélever un droit de fournage. Je vous rappelle, ce four, qui est ce qu'on appelle un four banal, va servir à tout le village. Et pour l'utiliser, les paysans, les commerçants vont devoir payer une somme d'argent, qu'on appelle une banalité. Donc là, il utilise le terme précis de fournage. Le droit d'utiliser le four, c'est le fournage, pour pouvoir utiliser le four. Et donc il faut payer cette somme d'argent à l'évêque, c'est-à-dire au seigneur de cette seigneurie. Les hommes du village seront jugés sur la terre même par le sergent de l'évêque pour les forfaits commis sur la terre. Vous voyez, vous retrouvez ici le pouvoir de justice de l'évêque de Paris, c'est-à-dire du seigneur de cette seigneurie. Donc là, en fait, sur quoi je voulais qu'on insiste avec ce document? Je voulais qu'on insiste sur le pouvoir qu'ont les seigneurs de prélever de l'argent. C'est-à-dire que les seigneurs ont un droit d'impôt et de taxes sur les paysans qui habitent leur seigneurie. D'impôt, par exemple, le cens est un impôt, c'est-à-dire que tout un paysan qui va habiter dans la seigneurie, pour avoir le droit d'y habiter, il doit payer un impôt sur la terre sur laquelle il vit. Il n'est pas propriétaire de la terre, c'est le seigneur qui est propriétaire de la terre, et pour pouvoir vivre dans cette seigneurie, il doit payer une somme d'argent. Et de la même manière, il va devoir payer des sommes d'argent pour utiliser les biens publics, c'est-à-dire par exemple le four, qui appartient au seigneur, pour être utilisé, doit être payé par le paysan ou le commerçant qui va l'utiliser. Et donc ça, c'est pas un impôt, c'est une taxe, puisque vous ne le payez pas tout le temps, vous le payez que lorsque vous l'utilisez. Donc on peut noter dans notre document que l'un des rôles et des pouvoirs du seigneur, c'est que le seigneur, et ce sera la dernière chose, la dernière branche, je l'avais dit, on fera plus tard, le seigneur peut recevoir, devoir prélever des impôts pour louer une terre, pour y vivre et cultiver. Ça, donc, c'est le type d'impôt. Et des taxes. Il peut aussi prélever des taxes pour l'utilisation des ce qu'on appellerait des biens publics, four, moulin, ça peut être aussi pressoir, etc. Que l'on appelle
banalité, et j'ai oublié de préciser des impôts pour louer une terre pour y cultiver. J'ai oublié de préciser ce qu'on appelle le sens. Rajoutez-le s'il vous plaît. Donc vous me soulignez en rouge le terme sens, vous me soulignez en rouge le mot banalité, vous me soulignez en rouge des taxes pour l'utilisation des biens publics, et vous me soulignez ici qu'il peut prélever des impôts pour louer une terre, pour y vivre et cultiver. D'accord ? Donc voilà pour les différents pouvoirs et rôles du Seigneur. Il nous reste un dernier, mais qu'on mettra tout à la fin de la leçon. Ce sera très rapide, il y aura 3 mots à noter, je vous l'assure. Donc je vous rappelle, au niveau de l'organisation, vous devez vraiment avoir ici une première branche avec ça. Puis après, il y aura une seconde branche ici qui s'intéressera au rôle et au pouvoir des paysans. Et on fera une accolade tout en bas pour noter 2 lignes. Et il y aura une grande flèche, 2 grandes flèches à faire entre les seigneurs et les paysans. Voilà, votre leçon s'organise correctement. Donc j'espère que tout ça c'est clair. Notez bien tout ça, soulignez bien tout ce qui est souligné en rouge. Et puis envoyez-moi votre leçon par mail en utilisant l'application messagerie de l'ENT. Bon courage, travaillez bien. À bientôt, au revoir.